On vous a probablement raconté cette histoire de la mauvaise façon. La Luftwaffe aurait vu arriver le Mosquito canadien comme un fantôme de bois, un avion si rapide, si insaisissable, si humiliant, qu'il aurait semé la peur dans toute la défense aérienne allemande. C'est la version spectaculaire. Celle qu'on retient, celle qui se répète bien. Mais la vérité est plus froide, plus précise et beaucoup plus intéressante. Abonnez-vous et dites-moi en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo parce que ce que les archives allemandes disent vraiment du Mosquito n'a presque rien à voir avec la légende. Basé sur ton canevas d'origine et son angle central de démystification. Le mythe affirme que les pilotes allemands le redoutaient presque comme une apparition, qu'ils le regardaient monter dans la nuit avec une forme de fatalisme, qu'ils savaient, dès qu'un Mosquito entrait dans leur secteur, que quelqu'un allait être trompé, dépassé ou ridiculisé. Et il est vrai qu'une partie de cette réputation ne vient pas de nulle part. Le Mosquito allait vite, très vite. Il volait haut quand il le fallait, il descendait très bas quand la mission l'exigeait. Il apparaissait sur les écrans radars comme une signature trop faible, trop brève, trop fugitive. Puis il disparaissait. Mais ce qui frappe, quand on quitte les récits d'après-guerre pour revenir aux notes opérationnelles, aux journaux de chasse nocturne, aux comptes rendus secs écrits par des hommes qui n'avaient aucun intérêt à faire de la littérature, c'est autre chose. Pas la panique, pas la terreur, une frustration méthodique, un respect professionnel et surtout une accumulation de lignes presque cliniques qui disent toute la même chose, contact perdu, approche impossible, cible trop rapide, défense inefficace. C'est exactement l'idée centrale de ton brouillon. Derrière la légende du fantôme ennemi, on trouve surtout un problème technique que la Luftwaffe n'arrivait pas à résoudre proprement. Imaginez la scène. Une salle d'opération allemande en pleine nuit. Les rideaux sont tirés, la fumée stagne sous les lampes. Les téléphones sonnent par rafale. Des opérateurs penchés sur leur tableau essaient de convertir des traces incomplètes en décisions rapides. À quelques dizaines de kilomètres de là, dans le cockpit d'un chasseur de nuit, un pilote reçoit un vecteur, corrige son cap, grimpe, cherche une silhouette dans l'obscurité, aperçoit peut-être enfin quelque chose, un reflet, une masse, une impression presque plus qu'une vision, puis rien. Le Mosquito a déjà glissé ailleurs. C'est ce décalage qui revient sans cesse dans les documents. La sensation d'être toujours en retard d'une poignée de secondes sur un appareil qui, lui, impose le rythme. Les entrées relevées dans ton fichier parlent d'échos radars trop fugitifs, de cibles disparues sous 2000 mètres, de secteurs où l'alarme a bien été donnée mais où aucune défense efficace n'a pu être montée. Pas un cri de peur. Une mécanique qui se grippe nuit après nuit. C'est là que l'histoire devient plus forte que le slogan. Parce que la peur, au fond, est une émotion simple. Elle se raconte facilement, elle donne une image nette. Un ennemi terrifié, un avion presque magique, une guerre réduite à un duel symbolique. Mais les archives ne sont pas propres. Elles ne cherchent pas à séduire. Elles montrent des hommes contraints d'écrire la même impuissance avec des mots différents. Un équipage signale qu'un Mosquito a été aperçu à haute altitude, sans aucune possibilité de fermeture. Un autre note sa vitesse extraordinaire malgré les conditions. Un poste radar rapporte qu'à une certaine altitude, l'avion se situe déjà au-delà d'un contrôle utile. Et à chaque fois, ce n'est pas l'émotion qui domine, c'est l'écart. L'écart entre ce que la défense allemande a été conçue pour faire et ce que cet avion précis l'oblige soudain à encaisser. Ton canevas insiste là-dessus avec force. Le Mosquito n'était pas invincible, mais il forçait l'adversaire à dépenser énormément d'efforts pour des résultats dérisoires. Et pourtant, même cette version reste incomplète si on commence du mauvais côté de la Manche. Car la véritable histoire ne commence pas dans une cabine de Bf-110 ni sur un écran de la ligne Kammhuber. Elle commence beaucoup plus loin à l'ouest, de l'autre côté de l'Atlantique, dans un lieu où l'on n'entend ni canon, ni sirène d'alerte, ni moteur de chasseurs au combat. Elle commence dans une usine, dans des allées longues, claires, bruyantes, où l'on compte les heures, les pièces, les défauts, les retards, où des mains couvertes de colle et de poussière transforment le bois en arme stratégique. Car le choc que la Luftwaffe finit par ressentir face au Mosquito n'est pas né d'un miracle. Il est né d'un effort industriel discipliné, presque obstiné. Et c'est précisément ce que ton fichier rappelle dès ses premières pages. Avant d'être un problème allemand, le Mosquito fut une réussite canadienne d'une ampleur bien plus concrète que la légende ne le laisse croire.
À Downsview, en Ontario, des milliers d'ouvriers ont fait sortir de chaînes des cellules, des variantes, des séries entières, avec une régularité qui a donné au Wooden Wonder une masse critique réelle, pas seulement un prestige symbolique. Il faut s'arrêter sur cette image parce qu'elle change tout. Quand on entend avion en bois, on imagine souvent une curiosité brillante, presque artisanale, une exception élégante au milieu de la brutalité industrielle de la guerre totale. En réalité, le Mosquito canadien naît au milieu de registres, d'équipes de contrôle, de blocs de production, de salaires hebdomadaires immenses, de séries numérotées avec une rigueur qui ne laisse rien au hasard. Des employés spécialisés dans l'assemblage, d'autres dans les ateliers bois et métal, d'autres encore dans l'inspection finale. On ne fabrique pas une légende de cette façon, on fabrique un système. Un système capable d'alimenter des escadrons, d'absorber des pertes, de multiplier les missions, et donc de forcer l'ennemi à rencontrer encore et encore le même problème. Le Mosquito devient redoutable non seulement parce qu'il est performant, mais parce qu'il revient. Encore, et encore, et encore. Les chiffres de production et les registres d'affectation mentionnés dans ton brouillon montrent bien que la contribution canadienne n'était pas décorative, mais structurelle. Dans cette première étape de l'histoire, il faut donc se débarrasser d'une idée fausse très tenace. Non, la Luftwaffe n'a pas découvert un monstre venu de nulle part. Elle a rencontré le produit très concret d'une chaîne de fabrication, d'essais techniques, de choix de matériaux, de calculs de performance et d'une logique opérationnelle qui exploitait chaque avantage disponible. Le Mosquito n'était pas surnaturel, il était conçu exactement pour créer ce type de décalage. Vitesse élevée, plafond important, silhouette radar réduite, polyvalence rare, tout cela figure déjà dans ton canevas comme la base du futur malaise allemand. Pas une peur diffuse, mais une somme de handicaps tactiques qui, mis bout à bout, ouvrirent dans la défense ennemie une blessure que personne ne parvenait à refermer complètement. Et quand les premiers rapports allemands commencent à le décrire comme incroyablement rapide, à peine visible, impossible à rejoindre, ils ne parlent pas encore d'un mythe. Ils parlent d'un objet réel qui est déjà en train de déformer la guerre autour de lui. L'histoire ne commence donc pas dans un ciel noir au-dessus du Reich. Elle commence loin de là, à Downsview, en Ontario, dans un bâtiment où la guerre ne ressemblait ni à un duel aérien ni à une carte d'état-major. Elle ressemblait à des horaires poinçonnés, à des bottes couvertes de sciures, à des feuilles de paie, à des contrôles de qualité, à des gestes répétés des milliers de fois jusqu'à devenir plus précis que la fatigue. C'est là que le mythe du Mosquito change de nature. Quand on s'approche assez près, on ne voit plus une légende. On voit une usine, on voit des tables d'assemblage sous des lampes dures, on voit des gabarits, des cadres, des sections de fuselage, des panneaux de contreplaqué, des pièces posées dans un ordre si strict qu'une seule erreur peut ralentir toute une ligne. Et surtout, on voit une idée simple, presque brutale. Si cet avion doit devenir un problème pour l'Allemagne, il faut d'abord qu'il devienne une routine pour le Canada. C'est exactement ce que ton texte source pose comme fondation du récit. Le Mosquito canadien ne sort pas d'un miracle, mais d'une discipline industrielle gigantesque. Au plus fort du rythme de guerre, Downsview n'est pas un atelier élégant. C'est une machine humaine. Les registres de paie cités dans ton brouillon mentionnent 3487 employés sur le site en juillet 1944. Plus de 2000 sont affectés directement à l'assemblage. Environ 650 travaillent dans les ateliers bois et métal. Des centaines d'autres assurent l'inspection, l'appui, la logistique, le suivi administratif, la circulation des pièces et le contrôle final. La masse salariale hebdomadaire dépasse 1,2 million de dollars canadiens. Ces chiffres ne servent pas à embellir l'histoire. Ils servent à montrer l'échelle. Quand on dit que la Luftwaffe s'est heurtée au Mosquito, on parle en réalité d'un appareil derrière lequel se tenaient des milliers de mains, des milliers d'heures, des milliers de décisions minuscules prises au bon moment. Ce n'est plus un avion isolé. C'est un système entier qui pousse dans son dos. Le matin, la lumière glisse à travers les hautes vitres de l'usine et découpe des bandes pâles sur le sol. Les premiers ouvriers entrent sans cérémonie. Ils accrochent leurs manteaux, prennent leur poste, vérifient leurs outils, consultent les tableaux d'avancement. Personne n'a besoin d'un grand discours. Tout le monde sait déjà pourquoi il est là. Certains viennent de Toronto, d'autres ont quitté des villes plus petites de l'Ontario. Certains n'avaient jamais imaginé travailler un jour sur un avion.
Pourtant, les voilà à compter des rivets, à ajuster une pièce, à vérifier un joint, à porter une demi-coque de fuselage comme s'ils déplaçaient quelque chose de fragile et de décisif à la fois. Dans une autre partie du bâtiment, on prépare le bois, on contrôle les découpes, on examine la surface, on écarte ce qui n'est pas parfait. Plus loin, des inspecteurs suivent des feuilles marquées de numéros, signes, rayes, valides. Et au milieu de cette rigueur presque sèche, une chose commence à prendre forme. Un avion léger, rapide, presque trop fin pour la brutalité de la guerre, mais précisément conçu pour l'exploiter. L'usine de Downsview est décrite dans ton canevas comme un testament to Canadian Industrial Ambition, et cette formule est ce juste. On n'y sent pas seulement l'urgence, on y sent aussi une ambition nationale. Ce qui est fascinant, c'est le contraste entre la matière et le résultat. Le bois évoque la fragilité, l'atelier, parfois même le passé. Mais ici, il devient l'un des cœurs d'un avion qui va humilier des systèmes de défense modernes. Ton brouillon insiste sur cette structure en sandwich de contreplaqué et de balsa, collés pour former une coque légère et solide. Cette peau de bois réfléchit beaucoup moins d'énergie radar que les grandes bombes surface métalliques des bombardiers lourds. À l'époque, ce détail ne ressemble pas encore à un symbole, c'est juste une caractéristique de construction. Mais plus tard, sur les écrans allemands, cette caractéristique va se transformer en problème. Un problème discret, répété, insupportable. Ici, à Downsview, personne ne voit encore les opérateurs radars allemands perdre une trace dans le noir. On voit seulement des ouvriers qui polissent, collent, fixent, contrôlent. Et pourtant, c'est déjà la même histoire. Les dossiers de production cités dans ton texte vont plus loin encore. Entre 1942 et 1945, les lignes de Downsview livrent entre 1032 et 1134 cellules de Mosquito, selon que l'on compte ou non les prototypes et les appareils d'essai avec les machines opérationnelles. Le registre d'allocation officiel conserve les premiers blocs de série dans la plage E1000 à E1499. Ces numéros ne sont pas décoratifs. Ils attachent chaque cellule à une réalité concrète. Une variante, une destination, une date de livraison, une configuration d'appareil, parfois même le nom du dernier inspecteur. Ton brouillon cite un appareil précis, le E1124, qui apparaît à la fois dans le registre d'affectation de l'usine et dans une note de paie de 1945. Ce détail est remarquable parce qu'il donne au Mosquito une biographie presque matérielle. On peut suivre son existence depuis l'instant où la dernière fixation est posée jusqu'au moment où l'avion quitte la chaîne. À ce stade, l'histoire cesse complètement d'être abstraite. Dans l'usine, cette précision n'est pas vécue comme une belle anecdote d'archive. Elle se ressent comme une pression quotidienne. Un contremaître passe entre les postes et rappelle les délais. Une équipe termine une section pendant qu'une autre attend déjà la suivante. Un inspecteur lève les yeux, repère une imperfection minime, renvoie une pièce, et toute la cadence se tend pendant quelques minutes. Dans un coin, quelqu'un note un numéro de série sur une feuille qui sera rangé, classé, conservé. Ailleurs, un chariot avance entre les allées avec des composants qu'il ne faut ni retarder ni abîmer. À midi, le bruit baisse un peu, mais jamais complètement. Puis il remonte. Le soir, d'autres équipes prennent le relais. Et c'est peut-être là que réside la vraie force du Mosquito canadien. Il n'est pas seulement bien conçu, il est soutenu par une continuité. Il sort d'un endroit où l'on a appris à transformer la qualité en rythme et le rythme en masse disponible. C'est ce point que les récits simplifiés effacent presque toujours. On parle de Wooden Wonder comme s'il s'agissait d'une étrangeté brillante, d'un avion charmant qui aurait défié la logique lourde de la guerre industrielle. Mais les dossiers résumés dans ton canevas disent exactement l'inverse. Le Mosquito devient redoutable parce qu'il marie l'ingéniosité de sa conception à une production assez solide pour compter stratégiquement. La contribution canadienne n'est pas un supplément patriotique ajouté après coup. Elle est un pilier de l'histoire, au point que même les synthèses allemandes sur des épaves récupérées remarquent l'origine canadienne à travers le préfixe « E » retrouvé sur certains appareils. Autrement dit, lorsque la Luftwaffe commence à se heurter à cet avion, elle ne se heurte pas à une exception rare. Elle commence à faire face à une présence durable. Et plus cette présence devient régulière, plus une autre vérité s'impose.
La réputation du Mosquito ne repose pas seulement sur son allure ou sur les récits héroïques qui viendront plus tard. Elle repose sur des chiffres que les Allemands ne peuvent pas ignorer. Vitesse de pointe autour de 415 miles par heure pour le FB Mark VI construit au Canada. Plafond pratique autour de 37 000 pieds. Taux de montée supérieur à 2300 pieds, 300 pieds par minute dans certains essais. Signature radar minuscule, environ 0,03 m² selon les données techniques reprises dans ton brouillon. Pris séparément, chacun de ces chiffres est impressionnant. Pris ensemble, ils annoncent quelque chose de bien plus grave. Un appareil capable non seulement de survivre, mais de choisir les conditions du combat. Et un avion qui choisit les conditions du combat est déjà à moitié en train de le gagner. À Downsview, bien sûr, personne n'écrit encore cela de cette manière. On charge, on vérifie, on signe, on expédie. Mais chaque cellule qui quitte l'usine emporte avec elle une promesse silencieuse. Pas celle d'être invulnérable, pas celle de terrifier l'ennemi par sa seule réputation. Une promesse bien plus sérieuse. Celle de faire perdre du temps, de casser des procédures, d'ouvrir des angles morts, et d'obliger l'adversaire à courir derrière un retard qu'il ne pourra pas combler facilement. À ce stade, le Mosquito existe déjà comme réalité industrielle, mais il ne devient vraiment dangereux qu'au moment où ces chiffres cessent d'être de simples lignes sur des feuilles d'essai pour devenir des conséquences dans le ciel. C'est là que tout bascule, car un avion n'impressionne pas un ennemi parce qu'il est élégant, ni même parce qu'il est original. Il l'impressionne quand ses performances obligent l'autre camp à changer sa manière de voir, de calculer, de poursuivre et de survivre. Et dans le cas du Mosquito canadien, presque tout, dans sa conception, semblait conspirer pour créer exactement ce genre de déséquilibre. Sur le papier, les données étaient déjà assez agressives pour attirer l'attention. Les essais techniques mesuraient, pour le FB Mark VI, construit au Canada, une vitesse maximale d'environ 415 miles à l'heure et un plafond pratique proche de 37 000 pieds. Même avant d'entrer dans le détail, ces deux chiffres posaient un problème très simple à la Luftwaffe. Un chasseur de nuit ne gagne pas un combat en étant seulement courageux ou bien piloté. Il doit d'abord être amené dans la bonne portion de ciel, à la bonne altitude, avec assez de temps pour transformer un contact en interception. Or, le Mosquito réduisait cette fenêtre jusqu'à la rendre parfois presque théorique. Trop rapide pour être rejoint facilement. Trop haut pour être cueilli sans délai. Et surtout trop adaptable pour se laisser enfermer dans une seule catégorie tactique. Ce n'était pas seulement une machine vive, c'était une machine légère d'une façon qui dérangeait profondément les habitudes de guerre de l'époque. Son fuselage, construit en bois composite, associait contreplaqué et balsa dans une structure collée qui semblait presque contre-intuitive face à l'imaginaire métallique de la guerre moderne. Pourtant, cette légèreté donnait à l'appareil une vivacité que beaucoup d'avions plus lourds ne pouvaient pas imiter. Il montait vite, accélérait vite, reprenait de l'énergie vite. À moyenne altitude, il pouvait déjà compliquer la vie de la plupart des intercepteurs allemands. À basse altitude, il devenait encore plus irritant parce qu'il savait profiter des irrégularités du terrain, des lacunes du maillage radar et des secondes perdues dans la transmission des ordres. Il ne gagnait pas seulement grâce à sa vitesse pure. Il gagnait parce qu'il obligeait l'adversaire à prendre des décisions dans un délai trop court. Dans certaines salles d'essai, avant même que les équipages allemands ne commencent à le maudire, cela se voyait déjà. Un moteur lancé proprement. Une cellule qui répond sans inertie excessive. Une montée ferme, une impression de fluidité dans le manche, des ingénieurs qui relisent donc des chiffres, puis les relisent encore, non pas parce qu'ils paraissent impossibles, mais parce qu'ils annoncent quelque chose de rare, un appareil qui peut servir de bombardier, de chasseur de nuit, de reconnaissance, d'intrudé, tout en conservant le même caractère nerveux. D'habitude, la polyvalence coûte cher, on gagne un rôle et on en perd un autre. Avec le Mosquito, la RAF obtenait au contraire une plateforme qui, avec des modifications limitées, passait d'une mission à l'autre sans perdre son identité. C'est cette identité qui commençait à devenir inquiétante. Où qu'il apparaisse, il apportait avec lui le même problème fondamental, celui d'un avion qui décidait presque toujours lui-même des termes de l'engagement. Mais le détail le plus corrosif, celui qui allait vraiment miner la confiance allemande, n'était pas visible à l'œil nu depuis un cockpit. Il apparaissait sur les écrans. Ou plutôt, il apparaissait mal. La peau de bois du Mosquito réfléchissait beaucoup moins d'énergie radar que les grandes surfaces métalliques d'Igmat d'un Lancaster ou d'un B-17. Sur les réseaux allemands fondés sur les Würzburg et les Freya, cela signifiait que l'appareil pouvait être repéré tard, brièvement,
parfois à peine assez longtemps pour que l'information devienne exploitable. La trace n'était pas toujours absente. C'est justement ce qui rendait la situation si frustrante. Le contact existait, mais pas dans des conditions propres, pas assez stables, pas assez précoces, pas assez utiles. Les contrôleurs voyaient quelque chose, tentèrent de convertir cette apparition en vecteur pour leurs chasseurs, puis l'écho se dérobait ou changeait déjà de logique avant que la chaîne de défense ne se mette réellement en mouvement. C'est ici que le mythe du fantôme a trouvé sa nourriture. Parce qu'un homme qui voit mal un ennemi finit toujours par raconter l'événement comme quelque chose de presque surnaturel. Pourtant, pour ceux qui travaillaient dans la défense nocturne allemande, le problème n'avait rien de mystique. Il était atrocement concret. Un opérateur repère un blip rapide. Il appelle. L'information monte. Un secteur est alerté, un chasseur grimpe. Mais pendant cette courte succession d'actions, le Mosquito a déjà avancé de plusieurs kilomètres. Si l'écho est faible, si l'altitude est mal évaluée, si la météo ajoute une couche d'incertitude, si la cible descend plus bas ou remonte, l'interception se transforme immédiatement en course perdue. Et c'est ce scénario, encore et encore, qui revenait dans les rapports. Imaginez un contrôleur allemand penché sur sa table au milieu de la nuit. Il ne voit pas un monstre. Il voit un travail qui lui échappe. Ces appareils ont été conçus pour intercepter des flux plus lourds, plus prévisibles, plus lisibles. Des bombardiers qui arrivent en masse, dont la taille et la signature donnent au système le temps de réagir. Le Mosquito, lui, cassait ce confort méthodique. Il surgissait vite, souvent seul, ou en petit nombre, changeait la géométrie de la chasse, puis sortait déjà du cadre utile. Le contrôleur n'avait pas peur au sens romanesque du terme. Il comprenait simplement que son système travaillait contre un objet pour lequel il n'avait pas été optimisé. Cette différence est capitale, parce qu'elle explique pourquoi la réputation du Mosquito a grandi si vite parmi les équipages allemands. Non pas parce qu'il était imbattable dans l'absolu, mais parce qu'il transformait chaque petit retard, chaque petite approximation, chaque petite faiblesse technique de la défense en échec visible. Une montée trop lente, un angle de poursuite légèrement mauvais, un contact radar perdu 10 secondes trop tôt, un pilote envoyé sur une altitude déjà dépassée. Face à d'autres appareils, ces défauts pouvaient rester récupérables. Face au Mosquito, ils devenaient compte fatal à l'interception. Et plus on avançait dans la guerre, plus cette réalité se durcissait. La Luftwaffe ne faisait pas face à une machine spectaculaire seulement dans ses meilleures conditions. Elle faisait face à une machine qui possédait plusieurs manières de lui compliquer la tâche. Haut dans le ciel, elle profitait de sa vitesse et de son plafond. Bas dans le ciel, elle profitait de son accélération, de sa discrétion relative et des trous dans la couverture. Dans l'obscurité, sa silhouette radar restait avare, et dans les planifications alliées, cette combinaison ouvrait des possibilités presque insolentes. On pouvait le lancer loin, vite, précisément, avec une confiance que peu d'appareils donnaient à ce niveau. C'est à ce moment-là que l'Allemagne commence vraiment à comprendre ce qu'elle a en face d'elle. Pas un symbole, pas encore une légende, mais quelque chose de plus dangereux qu'une légende. Un appareil dont la conception transforme des avantages techniques en humiliations répétées. Les hommes de la Luftwaffe ne le redoutent pas parce qu'il serait impossible à toucher par magie. Ils commencent à le respecter parce qu'ils découvrent, mission après mission, que tout a été pensé chez lui pour réduire leur marge d'action avant même qu'ils aient eu le temps de l'atteindre. La différence entre une légende et un vrai problème militaire se voit dans les mots qu'emploient les hommes qui doivent le subir. Quand un ennemi fait peur, on le décrit souvent avec des images. Quand il dérange réellement un système entier, on le décrit avec agacement, avec précision, avec cette sécheresse particulière qu'on retrouve dans les journaux de bord écrits après une mauvaise nuit. Et c'est exactement là que le Mosquito commence à laisser sa marque dans la mémoire allemande. Pas comme une créature de conte, comme une cible qu'on voit trop tard, qu'on évalue trop lentement et qu'on perd presque toujours avant d'avoir pu transformer la poursuite en combat. Dans le cockpit d'un chasseur de nuit allemand, tout se joue à une vitesse que le public oublie souvent. Il y a d'abord l'ordre du contrôle au sol, puis l'ajustement du cap, la montée, le regard dehors, le regard dedans, les instruments, les ombres, la tension du silence coupée par une voix brève dans le casque. Un pilote n'a pas besoin d'une longue explication pour comprendre qu'il est en train de courir après une cible difficile. Il le sent dans la géométrie même de la poursuite. L'angle n'est jamais tout à fait bon.
La distance ne fond pas assez vite. L'altitude varie au mauvais moment. Et quand le contact visuel semble enfin possible, la cible a déjà repris assez d'espace pour rendre l'attaque improbable. Contre certains avions, un bon équipage peut encore improviser. Contre le Mosquito, l'improvisation arrivait souvent une poignée de secondes trop tard. Une note attribuée à Helmut Landt résume presque toute l'expérience allemande en quelques mots. Mosquito incroyablement rapide, difficile à poursuivre. Ce n'est pas une phrase théâtrale. C'est presque pire que cela. C'est une phrase professionnelle. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle constate. Landt n'était pas un homme qu'on pouvait facilement soupçonner d'exagération. C'était un as de la chasse nocturne, un pilote habitué à l'obscurité, aux approches complexes, aux interceptions menées dans des conditions que beaucoup d'autres n'auraient même pas acceptées. Si un homme de ce niveau écrit qu'un appareil est incroyablement rapide et difficile à poursuivre, cela veut dire que le problème a déjà dépassé le niveau de la simple gêne. Cela veut dire que même un expert, même quelqu'un qui connaît les rythmes de la nuit et les défauts de ses propres machines, se heurte à un écart qu'il ne peut pas combler par le talent seul. Imaginez cette nuit-là, un écho signalé dans un secteur noir au-dessus de l'Allemagne. Un Mosquito file à plus de 400 miles à l'heure, à une altitude qui laisse peu de marge, dans un ciel où la moindre erreur de calcul devient tout de suite une distance impossible à rattraper. Landt reçoit le vecteur. Incline son appareil, grimpe, corrige, cherche. L'équipage sait ce qu'il poursuit. Ce n'est pas un bombardier lourd. Ce n'est pas une masse lente et lisible qui laisse le temps d'installer une attaque. C'est une machine nerveuse, légère, bâtie pour traverser le dispositif et non pour se soumettre à ses règles. Pendant quelques instants, tout semble encore possible. Puis la réalité reprend sa place. Le Mosquito a déjà mangé l'avance. L'angle s'ouvre. Le temps se rétrécit. Il faut renoncer ou s'enfoncer dans une poursuite où l'on consomme du carburant, de l'altitude, de l'attention, avec de moins en moins de chances de conclure. Elan n'est pas un cas isolé. Plus on entre dans les récits d'équipage allemands, plus le même motif revient. Repérer, estimer, approcher, perdu. Il ne s'agit pas d'une défaite spectaculaire avec flammes, vrilles et explosions. Il s'agit d'une série d'échecs sans drame visible, et c'est précisément cela qui use les hommes. Un pilote de chasse de nuit peut accepter d'être surpris une fois. Il peut accepter qu'une mission échoue à cause du hasard, du temps, d'un mauvais relèvement. Mais quand les mêmes raisons reviennent toujours contre le même appareil, l'échec cesse d'être accidentel. Il devient structurel. On commence alors à comprendre ce que le Mosquito fait vraiment à la Luftwaffe. Il ne détruit pas seulement des cibles au sol. Il abîme la confiance du système dans sa propre capacité à répondre. Dans certaines nuits de 1944, le scénario prend presque une forme cruelle. Les contrôleurs allemands placent enfin un chasseur dans le bon secteur. L'écho du Mosquito a été aperçu, l'altitude a été estimée. La poursuite commence dans des conditions qui paraissent, pour une fois, favorables. À bord, l'équipage allemand sent monter cette concentration glaciale qui précède l'attaque. Les yeux balayent l'obscurité. Une masse brève semble se détacher du ciel. Peut-être un reflet. Peut-être la cible. Puis, plus rien. Le Mosquito plonge sous une couche, glisse hors de la zone utile, descend assez bas pour se confondre avec le fouillis du sol radar, ou bien tire simplement parti de sa vitesse pour sortir du piège avant qu'il ne soit refermé. Après l'atterrissage, le rapport ne retiendra qu'une ligne banale. Contact perdu, cible non retrouvée. Mais derrière cette ligne, il y a toute une poursuite qui a échoué, non parce que les Allemands n'ont pas essayé, mais parce que leur adversaire avait déjà cassé le tempo de l'engagement. Le plus humiliant pour les équipages allemands, c'est que le Mosquito ne laissait presque jamais le confort d'une seconde chance. Un bombardier endommagé peut ralentir. Une formation lourde peut être retrouvée. Un appareil moins nerveux peut commettre une erreur de cap qui redonne une fenêtre d'attaque. Le Mosquito, lui, avait tendance à refermer la fenêtre immédiatement. Si la première opportunité glissait, elle était souvent perdue pour de bon. Et cela change tout dans l'esprit d'un pilote. On ne vole plus pour chasser avec confiance. On vole avec la sensation que l'ennemi n'a besoin que d'un instant pour s'échapper, alors que soi-même on a besoin de plusieurs bonnes décisions successives pour espérer seulement le toucher. Certains équipages ont essayé d'adapter leur méthode. Approche plus agressive, anticipation de l'altitude, poursuite lancée plus tôt.
patience accrue dans les secteurs où le mosquito avait déjà été signalé. Mais même ces ajustements produisaient souvent des résultats maigres, parce qu'au fond, le problème restait le même. Le mosquito n'était pas seulement rapide en ligne droite, il arrivait avec assez de réserve de performance pour transformer chaque petite hésitation allemande en écart décisif. Il pouvait surgir haut, puis disparaître. Il pouvait opérer bas, là où le filet radar perdait sa cohérence. Il pouvait traverser une zone avant même que la chasse de nuit n'ait été correctement orientée. Les pilotes allemands n'affrontaient donc pas simplement un appareil. Ils affrontaient une combinaison de vitesse, de discrétion relative et de liberté tactique qu'ils n'avaient pas appris à neutraliser. C'est pour cela que les journaux de vol et les notes d'équipage paraissent parfois si froids. Ils ne crient pas. Ils ne dramatisent pas. Ils enregistrent. Et ce qu'ils enregistrent est accablant. Non pas la terreur d'un ennemi invincible, mais l'usure d'un adversaire qu'on comprend de mieux en mieux sans parvenir à le rattraper davantage. Plus les Allemands observent le mosquito, plus ils savent pourquoi il leur échappe. Et plus ils le savent, plus l'impuissance devient pénible parce qu'elle n'est plus enveloppée dans le mystère. Elle est parfaitement visible, les chiffres sont connus, les tactiques deviennent claires, les angles morts sont identifiés, pourtant les résultats changent à peine. C'est ainsi que la réputation du mosquito se durcit dans la Luftwaffe, pas par superstition, pas par exagération romantique, mais parce que des pilotes expérimentés commencent à reconnaître chez lui quelque chose de très rare dans une guerre aérienne, un appareil qui réduit le rôle du courage au profit du temps, et qui réduit le rôle du temps au profit de la vitesse. Si les pilotes allemands sentaient l'humiliation dans leur cockpit, les salles d'opération, elles, enregistraient une humiliation d'un autre genre, plus froide, plus lente, plus insidieuse. Car dans ces pièces fermées, éclairées de lampes dures, où l'on devait transformer des impulsions radar et des fragments d'informations en décisions utiles, le mosquito révélait une vérité encore plus gênante que sa vitesse. Il ne battait pas seulement des avions, il battait une organisation entière. Il entrait dans le système, le forçait à se mettre en mouvement, puis sortait déjà de sa portée avant que la machine allemande ait terminé de s'aligner. La ligne Kammhuber avait été pensée pour autre chose, pour une défense en profondeur, pour une guerre où l'on détecte, où l'on suit, où l'on transmet, où l'on guide, puis où l'on intercepte selon une logique presque mécanique. Un secteur repère, un contrôleur analyse, un chasseur de nuit est envoyé, le pilote grimpe, l'opérateur radar embarqué prend le relais. L'attaque se forme. Sur le papier, la chaîne a une élégance terrible. Mais dans la réalité, cette élégance dépend d'une condition non négociable, le temps. Il faut quelques minutes pour qu'un signal devienne une décision, quelques minutes encore pour que la décision devienne un vecteur, et quelques minutes de plus pour que le vecteur devienne une possibilité de tir. Avec un bombardier lourd, ces minutes restent exploitables. Avec un mosquito, elles se consument avant même d'être pleinement utilisées. Imaginez une nuit de 1944 dans un centre de contrôle allemand. Il est peut-être un peu après 22 heures. Les opérateurs sont déjà au travail depuis longtemps. Les voix restent calmes, mais cette calme n'a rien de paisible. C'est une discipline tendue. On écoute, on note, on corrige. Un premier écho apparaît, très bref. Pas assez net pour être magnifique, juste assez net pour inquiéter. On demande confirmation, on compare avec un autre poste. Quelques secondes s'écoulent. Le blip revient, puis s'affaiblit. Vitesse élevée, route difficile à fixer. Altitude estimée, mais sans certitude. À ce moment précis, personne ne parle encore de crise. Le système fait ce pourquoi il a été conçu. Il cherche à comprendre. Puis la deuxième étape commence, et c'est là que le mosquito ronge l'efficacité allemande. L'information est transmise. Un secteur reçoit l'alerte. Un chasseur de nuit est mis en mouvement. Le pilote roule, décolle, grimpe. Mais pendant que les roues quittent à peine la piste, la cible a déjà changé la géométrie du problème. Si l'altitude initiale a été mal calculée, l'avion allemand grimpe pour rien. Si le contact radar était plus faible que prévu, la mise à jour arrive trop tard. Si le mosquito descend sous un certain niveau, l'écho se mêle au fouillis du sol. Et si la météo ajoute un voile supplémentaire, ce qui était déjà fragile devient presque inutilisable. La salle d'opération ne voit pas un drame. Elle voit quelque chose de plus frustrant encore, une suite de gestes corrects qui ne produisent pas le résultat attendu. C'est cela qui revient dans les rapports, pas l'effondrement, pas la panique, une répétition bureaucratique de l'insuffisance, contact établi,
Poursuite ordonnée, perte du contact, altitude non confirmée, interception non obtenue, cible probablement mosquito. Il faut se représenter ce que ces lignes signifient, nuit après nuit, pour des hommes dont le travail consiste justement à éviter ce genre d'issue. Un opérateur n'a pas besoin de voir l'avion pour comprendre qu'il lui échappe. Il le sent au rythme même des messages. Quand les appels se resserrent, quand les corrections deviennent trop fréquentes, quand les chasseurs demandent de nouveaux vecteurs alors que la cible a déjà glissé ailleurs, toute la pièce comprend, avant même que le rapport final soit rédigé, que l'affaire est presque perdue. Parfois, l'échec a même quelque chose d'absurde. Un poste radar du Nord capte un écho. Un autre le confirme faiblement. Un contrôleur croit pouvoir couper la route de l'intrus et envoie un appareil vers un point de croisement logique. Le pilote monte, règle sa vitesse, signale qu'il est en place. Puis rien. Le contact maintenant se trouve déjà hors du secteur utile. On corrige. On n'envoie plus à l'ouest. Trop tard. La cible a filé. Dans une autre nuit, l'écho est vu trop bas. On pense à un appareil isolé revenant d'une mission de nuisance. On n'engage pas immédiatement toutes les ressources. Quelques minutes plus tard, on comprend qu'il s'agissait d'un mosquito déjà en train de traverser une zone sensible. Dans une autre encore, l'évaluation de l'altitude semble juste. Mais le chasseur lancé vers la cible ne parvient jamais à réduire assez la distance pour prendre le relais visuel ou radar. À chaque fois, la logique paraît défendable. À chaque fois, le résultat est le même. Ce qui rend le mosquito si toxique pour la défense allemande, c'est qu'il exploite toutes les petites latences à la fois. Une seconde perdue dans l'interprétation d'un écho. Une minute perdue dans la transmission. Une erreur de quelques centaines de mètres dans l'altitude. Un décollage décalé. Un contrôleur obligé de choisir entre plusieurs pistes. Pris séparément, ces défauts semblent mineurs. Mais le mosquito, lui, additionne tout. Il transforme les petites imperfections du système en grande impuissance. Il ne demande pas à la Luftwaffe d'être médiocre pour lui échapper. Il lui demande d'être parfaite, immédiatement sous pression, de nuit, face à un contact faible et rapide. Et aucune organisation, aussi disciplinée soit-elle, ne tient longtemps à ce niveau d'exigence. Dans ces salles, la fatigue joue aussi son rôle. Des hommes penchés sur les mêmes cartes, les mêmes secteurs, les mêmes instruments, finissent que par reconnaître les schémas avant même qu'ils soient complets. Un écho haut et fugitif, une vitesse anormale, une traversée trop nette d'un secteur défensif. Très vite, le mot mosquito n'est plus seulement le nom d'un avion. Il devient une catégorie de problèmes. Quelque chose qui annonce des procédures accélérées, des calculs plus nerveux et très souvent, à la fin, une ligne supplémentaire dans le registre des occasions manquées. Le plus amer, pour les Allemands, c'est que cette impression ne vient pas d'un appareil innombrable ni d'une masse impossible à contenir. Elle vient souvent d'une poignée d'avions, parfois d'un seul, qui réussit à déranger un volume disproportionné de moyens. Car toute la défense s'use sur lui, les radars travaillent pour lui, les téléphones sonnent pour lui, les chasseurs décollent pour lui, les équipages se tendent pour lui. Et pourtant, quand la nuit se termine, il n'y a parfois rien à montrer, sinon des pages remplies, du carburant consommé, des hommes fatigués, et la certitude désagréable que l'adversaire a encore imposé son rythme. C'est ainsi que le Mosquito gagne dans les salles d'opération avant même de gagner dans le ciel. Il force l'ennemi à dépenser plus de coordination qu'il ne peut raisonnablement en tirer comme résultat. Et à mesure que cette réalité s'installe, un malaise plus profond apparaît dans la défense allemande. Ce n'est plus seulement la question de savoir comment intercepter le Mosquito. C'est la question de savoir comment défendre un système entier contre un avion qui semble toujours arriver exactement là où la chaîne de réponse devient trop lente. Il existe un moment où une supériorité technique cesse d'être une théorie pour devenir une humiliation visible. Pour le Mosquito, ce moment arrive très clairement dans les raids à basse altitude. Jusque-là, la Luftwaffe et les réseaux de défense allemands pouvaient encore se dire que le problème relevait surtout de la nuit, de la vitesse, des écrans radars, des mauvaises fenêtres d'interception. Mais quand le même appareil commence à frapper en plein jour ou dans des conditions de visibilité suffisantes, au ras du sol avec une précision presque insolente, le problème change de nature. Il ne s'agit plus seulement d'un avion difficile à intercepter. Il s'agit d'un avion capable de choisir une trajectoire que tout le monde voit trop tard et que presque personne ne peut arrêter. C'est dans ce cadre que le nom d'Amiens revient avec une force particulière. Bien avant que l'après-guerre ne transforme le Mosquito en machine de légende, les opérations de ce type avaient déjà laissé dans les dossiers allemands une impression beaucoup plus concrète. Pas celle d'un fantôme,
celle d'un outil de guerre qui, à haute vitesse et à très basse altitude, rendait inutile en quelques secondes des couches entières de défense pensées pour d'autres profils d'attaque. Un radar réglé pour suivre des cibles plus hautes ne sert plus à grand-chose face à un appareil qui coupe l'horizon à une hauteur presque absurde. Une batterie anti-aérienne préparée à traiter des bombardiers arrivant par le dessus perd son temps à pivoter contre un avion qui est déjà passé quand le calcul de tir commence à devenir utile. Et un chasseur de nuit, même s'il décolle, ne peut rien faire si l'alerte elle-même n'existe pas assez tôt. Imaginez la préparation d'un tel raid. Les équipages ne parlent pas fort. Sur les cartes étalées, les doigts suivent les lignes de terrain, les points de repère, les virages, les marges d'erreur. À basse altitude, la marge n'est jamais une abstraction. Elle se mesure en secondes, parfois en fractions de secondes. Une cheminée peut tuer, une ligne électrique peut tuer. Un relèvement mal tenu peut faire manquer la cible ou envoyer une formation trop loin d'un point de synchronisation critique. C'est précisément pour cela que le Mosquito excelle dans ce rôle. Parce qu'il n'apporte pas seulement de la vitesse. Il apporte une vitesse maîtrisable, une cellule assez réactive pour épouser un profil tendu, une accélération suffisante pour garder l'initiative. Une stabilité qui permet encore, malgré la violence du régime de vol, de tenir un plan serré au-dessus d'un paysage qui défile comme une lame. Dans le cas d'Amiens, toute la force du Mosquito apparaît d'un seul coup. L'approche est basse, rapide, réglée. Les équipages gardent leur altitude avec une discipline féroce. Devant eux, la cible n'est pas seulement un objectif militaire, elle est aussi un test cruel de la promesse de l'appareil. Peut-il arriver assez vite pour empêcher une réaction utile ? Peut-il frapper assez précisément pour produire un effet immédiat avant que la défense locale comprenne ce qui lui arrive ? Peut-il repartir avant que les couches suivantes de réponse, chasse, flaque, alerte élargie aient eu le temps de se mettre en place ? Dans un raid de ce genre, le Mosquito répond oui à tout en même temps. C'est cela qui frappe les Allemands. Pas la violence brute d'une masse de bombardiers, mais l'économie terrible du procédé. Peu d'appareils, peu de temps, beaucoup d'effets. Du côté allemand, la scène est presque inverse. Là où les équipages alliés vivent une concentration extrême, les défenseurs vivent un retard extrême. Une batterie entend d'abord le son, ou croit l'entendre. Un observateur distingue une forme trop basse, trop rapide. Un officier essaie d'identifier le type. Les servants réagissent, mais leurs pièces ont été pensées, réglées, pratiquées contre d'autres silhouettes et d'autres hauteurs. Les canons commencent à suivre, alors que la géométrie du passage est déjà en train de mourir. Quelques coups partent, peut-être des éclats, peut-être une impression d'avoir touché, mais la formation passe comme une coupure nette dans le temps. Lorsqu'elle arrive sur l'objectif, tout ce qui aurait dû l'empêcher d'atteindre ce moment utile est déjà derrière elle. Ce qui rend ces opérations si humiliantes pour les Allemands, ce n'est pas seulement la difficulté à abattre les appareils. C'est le sentiment que tout l'édifice défensif a été contourné plutôt qu'affronté. L'alerte radar n'a pas servi parce que la trajectoire était trop basse. Les canons n'ont pas servi parce que l'angle de présentation était trop brutal. Les chasseurs n'ont pas servi parce qu'ils n'ont pas été engagés à temps. Autrement dit, le Mosquito ne gagne pas en forçant les défenses allemandes à leur maximum. Il gagne en leur refusant simplement les conditions dans lesquelles elles deviennent efficaces. C'est une victoire plus sèche, plus froide, et pour cette raison plus difficile à digérer. Dans les rapports allemands rédigés après ce type de raid, on sent parfaitement cette amertume administrative. Pas de grandes phrases, pas de lyrisme. Juste une accumulation de constats pénibles. Le contact n'a pas été assuré. Les pièces ont ouvert le feu trop tard. Les appareils attaquants ont traversé le secteur à une vitesse et une altitude rendant le suivi inefficace. L'alerte n'a pas permis la mise en œuvre d'une réponse coordonnée. C'est une langue austère, mais elle dit quelque chose de très fort. Le Mosquito n'impressionne pas uniquement parce qu'il est rapide. Il impressionne parce qu'il sait rendre inutiles les premières secondes de la réaction ennemie, et que dans une défense moderne, les premières secondes sont souvent toute la différence entre une interception et une simple observation impuissante. Les équipages alliés, eux, ne vivent pas ces minutes comme une démonstration théorique, ils les vivent dans le corps. Le sol remonte vite, les arbres défilent trop près, les bâtiments semblent surgir d'un seul coup. Dans le cockpit, chaque vibration est perçue plus brutalement qu'en altitude. Chaque correction semble avoir plus de poids.
Le Mosquito tient pourtant ce régime avec une assurance qui explique sa réputation. Il ne flotte pas vers la cible. Il y va avec une netteté presque offensive, comme si toute sa conception avait été faite pour ces moments où la précision dépend moins de la délicatesse que de la vitesse contrôlée. Et lorsque l'objectif est frappé, l'effet sur l'adversaire est double. Matériel d'abord. Psychologique ensuite, car un système de défense qui regarde un avion passer trop bas, trop vite, puis ressortir presque intact, commence inévitablement à douter de sa propre architecture. C'est ce que les Allemands retiennent, même lorsqu'ils n'emploient pas ces mots. Les raids du type Amiens laissent un message clair dans les dossiers. À basse altitude et à grande vitesse, le Mosquito devient presque une contradiction vivante de leur système défensif. Plus il descend, plus certains radars deviennent aveugles. Plus il passe vite, moins la flaque a de temps utile. Plus la mission est courte et préparée, moins les centres de contrôle peuvent transformer l'information en réaction. Tout ce que la Luftwaffe a appris à faire contre des vagues plus lourdes et plus lisibles se révèle soudain mal ajusté contre cette lame de bois qui coupe sous l'horizon. Et c'est ici que la réputation du Mosquito prend une autre densité. Il n'est plus seulement l'appareil que les chasseurs de nuit n'arrivent pas à refermer en altitude. Il devient aussi celui qui peut surgir au ras du sol, frapper avant que les défenses aient trouvé leur respiration, puis repartir en laissant derrière lui la même conclusion glaciale qu'au-dessus des écrans radars. L'ennemi n'a pas manqué de courage, il a manqué de temps. Après les raids à très basse altitude, une autre forme de guerre rend le Mosquito encore plus irritant pour la défense allemande, les missions d'intrusion de nuit. Ici, il ne s'agit plus seulement d'arriver vite, de frapper un objectif précis et de repartir avant que la flaque comprenne. Il s'agit d'entrer dans l'obscurité comme un prédateur, de longer les lignes ferroviaires, de chercher les trains, les triages, les wagons, les points de rupture, puis de frapper exactement là où la logistique allemande se croit encore protégée par la nuit. C'est une guerre moins spectaculaire en apparence, mais souvent plus humiliante, parce qu'elle montre que le Mosquito ne se contente pas d'échapper aux défenses. Il sait aussi vivre sous leur seuil de perception. Dans ce type de mission, tout repose sur une idée très simple et très cruelle. Voler juste assez bas pour rendre le filet radar presque inutile, tout en gardant assez de vitesse pour traverser le danger avant qu'il prenne forme. Les ordres de mission cités dans ton fichier placent certaines intrusions de la RAF Saint Group entre 1500 et 2000 pieds, précisément pour exploiter la limite inférieure de la couverture radar de la ligne Kammhuber. Les équipages restés bas pendant toute la sortie utilisaient leur radar AI Mark 8 pour repérer les mouvements sur les voies et descendaient sur les cibles ferroviaires avec cette confiance glaciale que donne un avion capable de cumuler discrétion relative, vitesse et précision. En 1 heure, plusieurs wagons étaient touchés, des feux apparaissaient sur des triages et du côté allemand, le plus accablant n'était pas seulement le dommage au sol, mais l'absence presque totale de réaction utile. Imaginez la scène du côté allié. La nuit est basse, lourde, épaisse. Le paysage n'existe plus que par fragments. Une ligne plus claire, un reflet, une courbe de voie ferrée, une masse industrielle devinée au dernier moment. Dans le cockpit, personne n'a besoin de parler beaucoup. Tout est déjà tendu. Le pilote garde son profil bas avec une précision presque physique. Le navigateur surveille les repères. Le radar embarqué fouille l'obscurité et soudain les trains cessent d'être des abstractions. Ils deviennent des signaux, des formes, des cibles. Le Mosquito avance alors comme s'il passait entre les coutures d'un dispositif ennemi trop haut pour lui, trop lent pour lui, trop mal orienté pour lui. Puis viennent les attaques. Un convoi pris dans la nuit, des wagons frappés, un triage qui s'illumine. Et déjà l'appareil est de nouveau ailleurs, emportant avec lui le silence des secondes qui manquent toujours à la réaction ennemie. Cette logique d'intrusion à basse altitude, guidée par le radar embarqué et appliquée à des cibles ferroviaires, est exactement l'un des blocs les plus forts de ton brouillon. Du côté allemand, la même heure se vit comme un vide. Les journaux d'interception du NJG-3 pour la même période notent 0 contact radar dans le secteur de la Ruhr concernée. Les stations de contrôle ne signalent, au mieux, que quelques blips en altitude sans aucune preuve exploitable d'intrus volant bas. Les feuilles de traçage de la ligne Kammhuber montrent un trou entre 1500 et 2000 pieds. Pas de piste, pas de vecteur, pas d'ordre de scramble, rien qui ressemble à une défense en mouvement. Et quand le rapport après action tombe, il est d'une sécheresse presque humiliante.
Les appareils d'intrusion de nuit ont opéré au-dessous du seuil de détection. Faute d'interception possible, il a fallu compter sur les projecteurs au sol, restés inefficaces dans le brouillard. Cette phrase, à elle seule, résume presque toute la relation de la Luftwaffe avec le Mosquito à ce stade de la guerre. Nous savons qu'il est là parce que les dégâts existent, mais nous ne l'avons ni vu correctement, ni suivi, ni frappé. C'est ce qui rend ces missions si corrosives pour le moral des états-majors allemands. Une attaque de bombardiers lourds met tout le monde en alerte, mobilise les chasseurs, les batteries, les centres de contrôle. Même quand elle réussit, elle donne au moins à la défense la sensation d'avoir combattu. Le Mosquito, lui, fait pire. Il contourne ce sentiment même de combat. Il entrebât, vite, frappe une cible secondaire en apparence mais vitale en pratique, puis ressort en laissant derrière lui une preuve très allemande de l'échec. Non pas une grande catastrophe visible, mais un dossier vide dans la colonne des interceptions et des flammes bien réelles sur les voies ferrées. Dans certaines stations, les hommes attendaient pourtant les ordres. Les équipages de chasse de nuit restaient en tension. Les projecteurs balayaient le ciel, mais ils balayaient souvent le mauvais ciel, au-dessus d'eux, toujours un peu trop haut. Le Mosquito passait plus bas, dans cette tranche d'altitude où l'on croyait encore pouvoir bricoler une réponse, mais où, en réalité, le système perdait toute cohérence. Il faut bien comprendre ce que cela signifie pour une organisation militaire. Ce n'est pas seulement un trou technique, c'est un trou mental. Car plus le même type de mission se répète, plus la défense commence à se tendre autour d'une menace qu'elle n'arrive pas à fixer. Elle sait qu'il y a des intrusions. Elle sait qu'elle vise les rails, les triages, les circulations nocturnes. Elle sait même approximativement comment elles sont menées. Pourtant, au moment critique, elle n'a ni trace fiable, ni guidage propre, ni interception. Seulement l'attente, puis le constat. Les projecteurs, justement, deviennent presque un symbole de cette impuissance. Sur le papier, ils offrent une solution de secours. Si le radar ne donne rien, on balaye. On cherche. On coupe la nuit avec des faisceaux. Mais dans le brouillard, dans les basses couches, contre un avion qui passe vite, bas et souvent déjà décalé au moment où l'on oriente les projecteurs, cela revient presque à fouiller de l'eau avec des mains nues. Le ciel s'ouvre, puis se referme. Rien n'apparaît. Et pendant ce temps, le Mosquito a déjà terminé son travail sur les voies. Cette image revient avec force dans ton fichier. Des projecteurs qui ratissent un vide pendant que les équipages attendent des ordres qui ne viendront pas. C'est une image simple, presque silencieuse, mais d'une violence remarquable. Ce qui rend le tout encore plus dur à admettre pour les Allemands, c'est que le Mosquito n'est pas alors une masse écrasante. Ce ne sont pas des centaines d'appareils saturant tout le front. Ce sont parfois 12 avions seulement, suffisamment bien employés pour paralyser localement la réponse, toucher plusieurs objectifs, puis repartir sans perte. Ce déséquilibre entre les moyens engagés par les Alliés et le niveau de perturbation imposé au système allemand nourrit directement la réputation de l'appareil. Non pas une réputation magique, mais une réputation de rendement tactique presque insultant. Peu d'avions, peu de bruit administratif avant l'attaque, beaucoup de désordre après. Et c'est ici que la vérité sur ce que pensait réellement la Luftwaffe devient encore plus claire. Elle ne parle pas d'un monstre surnaturel, elle parle d'un adversaire qui lui vole le droit même de réagir. Les journaux de guerre, les notes de commandement, les commentaires techniques reviennent toujours au même point. Sous un certain seuil, le réseau perd la cible. Sans cible, il n'y a pas de vecteur. Sans vecteur, les chasseurs restent au sol ou tournent inutilement. Sans interception, il ne reste que les dégâts et la frustration. À force, cette frustration devient une doctrine négative. On ne décrit plus seulement ce que le Mosquito fait, on décrit tout ce qu'on n'a pas pu faire contre lui. Les intrusions sur les rails et les triages montrent donc quelque chose d'essentiel. Le Mosquito ne dominait pas seulement par sa vitesse ou par sa hauteur, il dominait aussi par son intelligence d'emploi. Il allait précisément là où l'architecture allemande devenait aveugle, puis transformait cette cécité en résultat concret. Dans le noir, au-dessus des voies, entre 1500 et 2000 pieds, il ne se contentait pas d'être difficile à intercepter. Il devenait, pendant quelques minutes, presque extérieur au système qui aurait dû le stopper. Il y a des missions qui résument presque tout ce qu'un avion représente à une époque donnée. Pour le Mosquito, le raid sur Copenhague appartient à cette catégorie.
parce qu'on y retrouve tout ce qui avait déjà bâti sa réputation et tout ce qui allait rendre cette réputation plus lourde, plus ambiguë, plus durable. La vitesse, le vol à très basse altitude, la précision, la surprise, l'impuissance allemande à mettre en place une réponse utile. Mais aussi, et c'est ce qui donne à cette partie de l'histoire une densité particulière, le prix humain d'une guerre menée à quelques secondes de la perfection et toujours à quelques secondes de la catastrophe. Le matin du 21 mars 1945, les équipages engagés dans l'attaque savent exactement ce qu'ils vont faire, et savent tout aussi bien qu'ils n'auront presque aucune marge d'erreur. Le plan demande une discipline absolue. Pas seulement du courage, pas seulement de la vitesse, mais cette forme de précision froide qui n'existe que dans les opérations préparées au millimètre. Les appareils doivent arriver bas, très bas. Le timing doit coïncider avec une diversion aérienne américaine pensée pour attirer ailleurs une partie de l'attention allemande. Il faut suivre l'itinéraire prévu, franchir l'eau, entrer dans la ville, tourner au bon moment, voir la cible assez tôt pour l'identifier, mais pas si tôt que la formation perde sa cohésion. À cette hauteur, au-dessus des toits, une erreur ne se rattrape presque pas. Elle se paie. Dans les cockpits, tout se resserre. Le paysage ne défile plus comme une carte. Il défile comme une menace. Les rues arrivent trop vite. Les cheminées se dressent comme des obstacles vivants. Les bâtiments n'offrent pas une vue, mais une succession de décisions immédiates. Le Mosquito, pourtant, est dans son élément. C'est précisément pour ce genre de régime qu'il semble avoir été créé. Il garde sa vitesse, il garde sa nervosité, il garde cette capacité presque irréelle à rester offensif là où d'autres appareils auraient en l'air de survivre seulement par inertie. Les équipages tiennent environ 150 pieds d'altitude. Ce chiffre sur une feuille paraît presque abstrait. En réalité, il signifie que la mission se joue à la hauteur d'un réflexe, d'une hésitation, d'un battement de paupières. L'approche de Shell House concentre tout cela, le quartier surgit. La ville n'a pas le temps de devenir un décor. Elle devient immédiatement une zone d'impact, une suite de lignes qu'il faut traverser sans casser le rythme. La cible, le quartier général de la Gestapo, est là, au cœur d'un environnement urbain qui ne pardonne rien. Les hommes dans les appareils savent pourquoi ils sont venus. Ils savent aussi ce qu'implique une opération menée à cette hauteur dans une ville occupée. On n'entre pas dans ce genre de mission avec l'illusion de la pureté. On y entre avec la conviction que la vitesse et la précision peuvent encore réduire le chaos, mais sans jamais l'annuler complètement. Et c'est précisément ce qui donne au raid sa force et sa tragédie. L'attaque frappe. Shell House est atteinte. La logique du Mosquito, une fois encore, fonctionne exactement comme elle avait fonctionné ailleurs. L'appareil passe sous l'horizon radar. Les défenses les plus utiles à moyenne ou haute altitude n'ont pas le temps de servir. Les pièces anti-aériennes, placées dans la ville, restent presque muettes, réglées pour d'autres profils, d'autres menaces, d'autres angles d'engagement. Les quelques secondes nécessaires pour identifier, pointer, ouvrir un feu réellement efficace n'existent tout simplement pas. Les Mosquitos arrivent, frappent, coubent la ville en 2 instants et déjà la réaction allemande appartient au passé. Mais une guerre menée si bas, si vite et si près des civils porte en elle un risque terrible. Une bombe part un peu trop tôt. Un angle se referme un peu trop vite. Une fraction de seconde fait basculer l'opération de la maîtrise vers l'irréparable. Et soudain, au lieu d'être seulement le symbole d'une précision presque clinique, le Mosquito devient aussi le véhicule d'une tragédie qui colle à la mission pour toujours. La bombe qui touche l'école voisine change immédiatement le poids moral de tout le raid. Elle ne change pas la vulnérabilité allemande révélée par l'opération. Elle ne change pas non plus la qualité extraordinaire du profil d'attaque. Mais elle rappelle avec brutalité qu'un avion aussi efficace soit-il n'efface jamais le coût humain de la guerre. Il le déplace, il le comprime, parfois il le réduit, mais il ne l'abolit pas. C'est ce qui rend Copenhague si importante dans ton histoire. Parce que cette séquence empêche le récit de devenir une simple célébration technique. Le Mosquito n'est pas ici une machine mythique qui glisse dans l'histoire sans laisser de taches. Il reste un instrument de guerre avec tout ce que cela implique de tension morale, de précision imparfaite, de conséquences irréversibles. Et pourtant, du point de vue allemand, le constat reste le même, presque plus dur encore à mesure que les rapports s'accumulent. Les appareils ont été identifiés comme des avions britanniques en bois volant sous l'horizon radar.
Les batteries proches du centre n'ont pas eu le temps de réagir. Le dispositif n'a pas été vaincu au prix d'un grand combat. Il a été simplement dépassé par la forme même de l'attaque. Il faut imaginer ce que cela produit dans un appareil bureaucratique et militaire comme celui du Reich finissant. Une police, des services de sécurité, des postes de défense locale, des unités de FLAC, tous convaincus d'appartenir à un système encore capable de protéger les points névralgiques, découvrent qu'un petit nombre d'appareils ennemis peut entrer dans une capitale occupée, voler à hauteur des toits, frapper un bâtiment central, puis ressortir avant qu'une réponse cohérente ait pris corps. Ce n'est pas seulement une faiblesse tactique, c'est une humiliation institutionnelle, et c'est précisément le type d'humiliation que le Mosquito inflige mieux que presque n'importe quel autre avion allié. Dans les rapports allemands, cette humiliation s'exprime encore une fois dans une langue sèche. Les appareils sont descendus rapidement à une altitude où le réseau de défense les a perdus. Les canons n'ont pas tiré. L'attaque a atteint sa cible. Rien dans cette langue ne cherche à donner au Mosquito une aura fantastique. Et pourtant, en lisant entre les lignes, on comprend pourquoi la légende a fini par naître. Lorsqu'un avion oblige tout un système à écrire, encore et encore, qu'il a été surpris, retardé, dépassé, puis laissé impuissant, il finit forcément par devenir, dans les mémoires, plus grand que lui-même. Mais Copenhague ajoute une autre couche à cette réputation. La réussite tactique et la tragédie civile y sont indissociables. C'est ce mélange qui empêche de raconter l'histoire de manière simple. Le Mosquito y apparaît à la fois comme l'expression la plus pure d'une supériorité technique alliée et comme le rappel brutal que même la guerre la plus précise reste soumise à la vitesse, à l'erreur, au hasard d'une seconde. Et cette contradiction le rend, paradoxalement, encore plus réel. Moins légendaire, mais plus puissant dans la mémoire. Pour la Luftwaffe et pour tout l'appareil défensif allemand, le message est désormais impossible à ignorer. Le Mosquito n'est pas seulement difficile à intercepter la nuit. Il n'est pas seulement irritant dans les intrusions basses sur les rails, il est aussi capable d'entrer dans un espace urbain dense, d'y accomplir une mission de décapitation tactique, puis de ressortir presque avant que la ville ait compris ce qui venait de la traverser. À partir de là, la question n'est plus de savoir s'il est dangereux. La question devient beaucoup plus inquiétante pour les Allemands. Comment adapter un système entier à un adversaire qui semble toujours choisir l'altitude, la vitesse et le moment où ce système devient le plus vulnérable ? À ce stade de la guerre, la Luftwaffe ne peut plus se raconter que le Mosquito n'est qu'une nuisance. Trop de rapports se ressemblent. Trop de nuits finissent de la même manière. Trop de secteurs écrivent les mêmes phrases sèches. Contact perdu, poursuite impossible, basse altitude, aucune interception. Alors quelque chose change dans les états-majors allemands. On cesse de commenter seulement l'échec. On commence à chercher, presque fébrilement, comment le réduire. Et c'est là que l'histoire devient encore plus intéressante parce qu'elle montre une vérité qu'on oublie souvent quand on parle du Mosquito. Il n'a pas seulement frappé l'Allemagne, il l'a obligée à travailler, à recalculer, à bricoler, à réorganiser, à dépenser du temps, de l'attention et des ressources pour un problème qu'elle n'arrivait jamais à refermer complètement. Les demandes montent d'abord depuis le terrain, pas depuis les grands discours, mais depuis les marges des journaux de guerre, les Dokumentation et Berichte, les observations notées en vitesse, et les commentaires ajoutés après une nouvelle nuit vide. Les équipages réclament de meilleurs vecteurs. Les contrôleurs veulent des réglages différents. Les techniciens insistent sur les angles de balayage. Les officiers de groupe commencent à comprendre que le problème n'est plus local. Il est systémique. Le Mosquito n'échappe pas à une station radar particulière ou à un escadron en difficulté. Il force tout le réseau à reconnaître que son architecture a été pensée pour autre chose, pour des menaces plus hautes, plus lourdes, plus prévisibles, et maintenant, il faut adapter cette architecture dans l'urgence, sous bombardement avec des moyens déjà usés par des mois de guerre. Les premières réponses paraissent logiques. On abaisse les balayages, on tente de faire descendre la couverture radar plus bas, jusqu'aux altitudes où le Mosquito a pris l'habitude de vivre. Sur le papier, l'idée semble saine. Si l'ennemi passe sous le filet, on descend le filet. Mais la réalité se venge immédiatement. En abaissant les balayages, on rétrécit le cône utile. On ouvre ailleurs des trous à haute altitude, on gagne une promesse d'amélioration dans une zone et l'on perd de la cohérence dans une autre.
Ce qui devait être une correction devient une redistribution de la vulnérabilité. Le mosquito n'est pas vraiment capturé, le système, lui, devient encore plus nerveux, parce qu'il doit désormais choisir quelle forme d'aveuglement il préfère tolérer. Dans les stations radar, cela se traduit par une routine presque absurde. Les opérateurs reçoivent l'ordre de recalibrer les angles de balayage nuit après nuit, parfois entre 10 et 30 degrés, selon les secteurs, les estimations, les dernières observations. On change, on teste, on espère, puis les rapports reviennent, un peu mieux ici. Toujours rien là, un écho plus bas mais trop fugace. Un secteur un peu moins aveugle, mais un autre devenu moins fiable en altitude. Ce n'est pas une révolution. C'est une guerre d'ajustement minuscule contre un adversaire qui, lui, n'a besoin que de quelques minutes de liberté pour faire tout le mal nécessaire. Il faut imaginer l'atmosphère de ces centres techniques allemands à ce moment-là. Des hommes épuisés, souvent compétents, souvent lucides, penchés sur des schémas de couverture, des courbes, des comptes rendus d'interceptions manquées, essayent de réparer non pas une panne simple, mais un décalage entre la doctrine et la réalité. Ils savent que le Mosquito exploite les basses altitudes, la vitesse, la faiblesse de sa signature radar et sa capacité à entrer puis sortir avant que la chaîne ne se verrouille. Ils savent tout cela, c'est justement ce qui rend leur travail si pénible. Il ne manque pas d'intelligence, il manque d'espace technique, d'espace matériel, d'espace temporel. Le Reich n'est plus dans une phase de guerre où l'on peut réinventer tranquillement un système défensif. Il est dans une phase où chaque correction doit être rapide, peu coûteuse, immédiatement utile. Or, contre le Mosquito, l'immédiatement utile devient presque introuvable. C'est pour cela qu'on voit apparaître d'autres pistes, d'autres espoirs techniques, d'autres bricolages prometteurs sur le papier. L'un des plus révélateurs concerne les dispositifs de détection censés capter les émissions radar alliées. L'idée est séduisante. Si l'on ne peut pas toujours voir le Mosquito directement, peut-être peut-on au moins sentir ce qu'il émet. Peut-être peut-on le pister à travers ses propres instruments. C'est ainsi que certains équipements sont déployés avec l'espoir d'offrir enfin aux intercepteurs un moyen de retrouver la cible dans les altitudes et les profils où elle règne. Mais là encore, la réalité ne coopère pas. Les plages de fréquence ne correspondent pas proprement. Ce qui marche parfois contre les gros bombardiers équipés d'autres radars ne donne presque rien contre les mosquitos volants avec des systèmes plus élevés en fréquence. Les techniciens allemands se retrouvent alors dans une situation particulièrement humiliante. Ils n'ont pas seulement un ennemi difficile à voir, ils ont un ennemi dont l'électronique leur glisse aussi entre les doigts. Le résultat de tout cela, c'est une succession de demi-solutions. Aucune n'est absurde, aucune n'est complètement inutile. Mais aucune ne renverse l'équation. On améliore un peu la couverture basse, mais pas assez. On affine des procédures, mais pas assez. On déploie de nouveaux détecteurs, mais pas assez. Chaque correction semble offrir quelques pourcentages de mieux dans certaines circonstances, puis le Mosquito passe ailleurs, autrement, plus bas, plus vite, ou simplement au moment où les opérateurs regardent déjà une autre menace. Ce n'est pas une défaite spectaculaire, c'est quelque chose de plus cruel, une stagnation. L'impression d'avancer dans le détail tout en restant battu dans l'ensemble. Et cette frustration produit inévitablement des débats plus larges. À l'automne 1944, certains en viennent à poser la question qui revient toujours quand un système classique échoue contre une cible rapide. Faut-il engager léger ? Faut-il détourner des ME-262 vers l'interception du Mosquito ? Sur le papier, la logique est forte. Enfin, un appareil capable peut-être de refermer l'écart de vitesse. Enfin, une machine qui pourrait transformer la poursuite en possibilité réelle. Mais ici encore, l'Allemagne se heurte à la guerre réelle. Les cellules sont limitées, les besoins sont partout, les priorités se bousculent. Affecter des jets à ce rôle signifie en retirer ailleurs. Et quand le débat se referme, il laisse derrière lui une conclusion révélatrice. Même quand une solution potentielle existe en théorie, le Reich n'a plus la liberté de l'employer sans coût stratégique insupportable. Le Mosquito n'épuise donc pas seulement la technique allemande, il épuise aussi sa hiérarchie des choix. Pendant ce temps, sur le terrain, les équipages de chasse nocturne ressentent très bien que quelque chose change sans que rien ne change vraiment. Les briefings deviennent plus techniques, les instructions plus fines. On parle davantage d'altitude basse, de secteurs aveugles, de vigilance sur les intrusions rapides. Les opérateurs radars travaillent avec plus de tension.
Les contrôleurs essayent de réduire leur délai, mais la nuit suivante apporte souvent la même leçon que la précédente. Un mosquito apparaît, ou plutôt, il apparaît presque, on le soupçonne, on le signale, on tente une adaptation, puis il se dérobe encore. À la fin, le compte-rendu est peut-être un peu moins humiliant dans sa forme, mais pas tellement dans son fond. L'ennemi a encore forcé le système à se déployer pour un rendement trop maigre. C'est cela que la légende simplifie à outrance quand elle raconte que la Luftwaffe craignait le mosquito. La vérité était plus dure et plus intelligente. Elle ne montre pas des hommes terrifiés par une machine invincible. Elle montre une organisation expérimentée qui comprend parfaitement le danger, mobilise des cerveaux, des ateliers, des stations, des débats doctrinaux et n'obtient malgré cela que des gains marginaux. Le mosquito ne gagne pas parce que l'ennemi abandonne. Il gagne parce que l'ennemi s'adapte sans jamais parvenir à reprendre l'initiative. Et c'est peut-être là que réside son effet le plus profond sur la Luftwaffe. Pas dans les récits de peur, pas dans les slogans, mais dans cette forme d'usure stratégique très particulière. Un avion qui vous oblige à modifier vos radars, vos procédures, vos priorités, vos discussions sur l'emploi des jets, et qui continue malgré tout à passer, n'est plus simplement un bon avion, il devient un révélateur. Il montre à tout un système la limite exacte de ce qu'il peut encore corriger sous pression. Il arrive toujours un moment où les récits doivent passer l'épreuve des chiffres. Tant qu'on reste dans les témoignages, dans les impressions, dans les journaux de guerre, dans les poursuites ratées et les salles d'opération frustrées, le mosquito peut encore flotter dans une zone presque légendaire. On sait qu'il allait vite. On sait qu'il apparaissait mal au radar. On sait qu'il passait trop bas, trop haut, trop tôt ou trop tard pour offrir à la Luftwaffe la réponse qu'elle attendait. Mais tout cela, aussi fort que ce soit, peut encore être emporté par le mythe. Le mythe adore les sensations. Il adore les mots comme fantôme, insaisissable, intouchable. Les chiffres, eux, sont beaucoup moins romantiques. Et c'est précisément pour cela qu'ils sont si importants ici. Car une fois qu'on arrive au tableau compilé par les propres analystes allemands, le récit change de densité. Soudain, ce qui semblait n'être qu'une accumulation d'anecdotes frustrantes devient un verdict. Entre juillet 1943 et décembre 1944, les relevés allemands recensent 1332 engagements impliquant des mosquitos. Sur ce total, 161 destructions seulement sont confirmées. Le chiffre, pris isolément, peut sembler élevé à quelqu'un qui ne regarde pas la proportion. 161 appareils abattus, ce n'est pas rien. Mais ce n'est pas la bonne façon de lire ces données. Ce qui compte, c'est la structure du résultat. Et cette structure est implacable. Un taux d'interception d'environ 12%. Cela signifie que dans l'immense majorité des cas, le mosquito accomplit sa mission, ou du moins traverse le système défensif allemand sans être détruit. Et tout à coup, beaucoup de choses s'éclairent. Les journaux de chasse nocturne qui parlaient de contacts perdus, les stations radars qui voyaient trop tard, les projecteurs balayant du vide, les batteries ouvrant le feu au mauvais moment, les pilotes arrivant trop haut, trop bas ou trop loin. Ce n'étaient pas des incidents isolés, ce n'étaient pas quelques mauvaises nuits devenues célèbres par hasard. C'était la forme normale de la rencontre entre le mosquito et la défense allemande. Les chiffres ne disent pas que le mosquito était invulnérable. Ils disent quelque chose de plus précis et, au fond, plus accablant pour la Luftwaffe. La défense pouvait parfois le toucher, mais elle ne parvenait pas à en faire une cible qu'elle contrôlait régulièrement. Il faut s'arrêter sur cette différence parce qu'elle est au cœur de toute ton histoire. Un avion invulnérable relèverait presque de la fable. Un avion qui impose à l'ennemi un rendement défensif aussi pauvre relève, lui, de la supériorité tactique, et c'est beaucoup plus fort. Car cela veut dire que le mosquito ne devait pas gagner à tous les coups pour dominer le récit allemand. Il lui suffisait de transformer chaque engagement en pari défavorable pour l'adversaire. Les Allemands pouvaient lancer des chasseurs, ils pouvaient modifier leurs radars, ils pouvaient recalibrer, réorganiser, débattre de l'usage des jets, descendre leur balayage, tenter des solutions électroniques. Et malgré cet effort, la proportion finale restait désespérément maigre. Pour comprendre la violence réelle de ce chiffre de 12%, il faut le comparer non pas à une idée abstraite de la guerre aérienne, mais à l'économie du système allemand. Chaque interception demandait des hommes, du carburant, des appareils, des heures de veille, des transmissions, des centres de contrôle, des équipes techniques, des chaînes de commandement.
Autrement dit, même une tentative ratée coûtait déjà quelque chose. Le Mosquito, lui, obligeait la Luftwaffe à dépenser tout cela pour un résultat qui, statistiquement, lui échappait la plupart du temps. Voilà le vrai scandale technique. Pas qu'il était impossible à toucher, mais qu'il était trop coûteux à traiter pour le rendement obtenu. C'est aussi pour cela que la légende a pris si facilement après la guerre. Quand un avion laisse derrière lui des centaines de récits de frustration, et qu'en plus les tableaux allemands montrent que la majorité de ces sorties se terminent sans interception réussie, il devient très facile de transformer l'élusivité en mystère, puis le mystère en mythe. Pourtant, les chiffres résistent à cette tentation. Ils gardent le Mosquito dans le réel. Ils disent « oui, il pouvait être abattu. Oui, il a subi des pertes. Oui, certains pilotes allemands sont parvenus à le surprendre. » Mais ils disent aussi, avec une froideur impossible à enjoliver, que la défense allemande n'a jamais réussi à convertir cette possibilité en norme. Imaginez un analyste allemand face à ces tableaux. Pas un pilote, pas un homme encore chaud de sa mission, mais quelqu'un chargé de regarder les colonnes, les dates, les catégories de mission, les résultats cumulés. Il n'a pas besoin de croire aux fantômes. Il n'a même pas besoin d'aimer les récits dramatiques. Il voit simplement qu'un adversaire de petite taille relative, souvent employé en faible nombre, a forcé la défense du Reich à de gros efforts pour un taux de succès médiocre. À partir de là, la conclusion devient presque indépendante des opinions individuelles. Que tel pilote respecte le Mosquito ou le déteste n'a plus beaucoup d'importance. Les chiffres parlent à sa place. Ils disent que la Berne vient que l'appareil exploite des marges que le système allemand ne sait pas refermer durablement. Et cela change aussi la façon de regarder les missions déjà racontées. Amiens n'est plus seulement un raid audacieux. C'est un exemple parfait d'un appareil qui réduit le temps utile de la défense jusqu'à la rendre presque symbolique. Les intrusions sur les rails ne sont plus seulement des épisodes élégants de guerre nocturne. Elles deviennent les manifestations régulières d'un avion capable d'entrer dans la zone de cécité allemande et d'en sortir sans payer le prix habituel. Copenhague n'est plus seulement une mission de précision entachée de tragédie. Elle devient aussi la preuve que même au-dessus d'un espace urbain sensible, le Mosquito peut forcer les défenses à constater leur propre retard. Le plus frappant, c'est que ces chiffres ne glorifient pas seulement le Mosquito. Ils condamnent aussi une certaine manière de raconter la guerre. Car l'histoire simple voudrait que la Luftwaffe ait été terrifiée. L'histoire vraie, elle, est plus sévère. Elle montre une organisation qui comprend de mieux en mieux le problème, qui produit des rapports sérieux, qui réagit, qui s'adapte, mais qui, lorsqu'on additionne tous ces efforts, n'obtient qu'environ 12 succès sur 130 tentatives équivalentes. Ce n'est pas de la peur. C'est pire pour un système militaire. C'est l'expérience répétée d'une insuffisance mesurable. Et à ce stade, le Mosquito cesse définitivement d'être une anecdote brillante dans l'histoire aérienne de la Seconde Guerre mondiale. Il devient un chiffre qui pèse. Un chiffre qui détruit les simplifications, qui humilie les slogans trop faciles et qui oblige à reconnaître ce que la Luftwaffe pensait au fond, même quand elle ne le disait pas avec emphase. Cet avion n'était pas intouchable, mais il plaçait la défense allemande dans une position où l'échec était statistiquement plus normal que la réussite. À ce moment-là, tout est déjà là. Les chiffres, les journaux de guerre, les notes des pilotes, les commentaires techniques, les tentatives d'adaptation, les échecs répétés. Et pourtant, ce que l'histoire retiendra pendant des décennies ne sera pas exactement cela. Elle retiendra autre chose, une formule plus simple, plus frappante, plus facile à raconter. La Luftwaffe aurait été hantée par le Mosquito. Les pilotes allemands l'auraient vu comme un ennemi fantôme. Un appareil quasi surnaturel, partout et nulle part à la fois, impossible à intercepter, impossible à comprendre autrement que par la peur. C'est ici que naît la seconde guerre du Mosquito, celle de la mémoire. Et cette guerre-là n'est plus menée dans les cockpits ni dans les salles radars. Elle est menée dans les slogans, dans les brochures, dans les récits d'après-guerre, dans les livres qui simplifient ce que les archives compliquent. Le mécanisme commence souvent par quelque chose de très petit. Une phrase, un titre. Une formule lancée pour souder un groupe, pour soutenir le moral, pour donner un nom à une difficulté que tout le monde connaît déjà.
Ton canevas mentionne justement un tract en langue allemande diffusé au début de 1944 dans des unités de chasse de nuit, avec un titre qui sera ensuite repris comme une preuve de l'obsession allemande pour le mosquito. La phrase en anglais, telle qu'elle a été retenue ensuite, disait en substance « Notre ennemi fantôme est partout, nous devons le chasser ». Voilà comment commence souvent un mythe. Pas avec un mensonge pur, mais avec une simplification utile. Une phrase conçue pour mobiliser devient peu à peu une phrase censée décrire une réalité entière. Et une fois qu'elle est répétée assez souvent, elle commence à effacer tout ce qui la contredit. Il faut bien voir pourquoi ce genre de formule survit si facilement, parce qu'elle donne un visage narratif à une expérience militaire beaucoup plus compliquée. Dire que la Luftwaffe faisait face à un problème d'interception lié à la vitesse, au plafond, à la faible signature radar, aux basses altitudes et au délai de sa chaîne de défense, c'est exact, mais ce n'est pas une bonne légende. Dire qu'elle chassait un ennemi fantôme, en revanche, tient en 3 secondes, frappe l'imagination et transforme une difficulté systémique en image presque poétique. Le public retient l'image, les mémoires redissantes retiennent l'image, les vulgarisations retiennent l'image, et bientôt, l'image remplace l'archive. Après la guerre, ce glissement s'accélère. Des auteurs anglophones reprennent quelques commentaires allemands isolés, souvent sortis de leur contexte. Des feuilles de propagande alliées, qui avaient tout intérêt à exagérer l'effet psychologique du mosquito, survivent mieux dans la mémoire populaire que les tableaux de l'OKL ou les journaux du NJG. Des best-sellers populaires citent le chiffre du faible taux d'interception non pas pour décrire une performance tactique dans ses limites réelles, mais comme une preuve de quasi-intouchabilité. Peu à peu, le Mosquito cesse d'être présenté comme un avion extraordinairement difficile à intercepter dans certaines conditions précises. Il devient l'avion que les Allemands craignaient, puis l'avion qu'ils ne pouvaient pas toucher, puis presque l'avion qui humiliait toute la Luftwaffe à lui seul. C'est une pente très naturelle dans l'écriture historique populaire, et c'est précisément contre cette pente que ton histoire se bat. Ce qui est fascinant, c'est que la matière première du mythe existe vraiment. Les maux de l'an sont réels, la frustration des équipages allemands est réelle, les trous radars sont réels, les missions à basse altitude sont réelles, les statistiques d'interception médiocres sont réelles. Rien n'a besoin d'être inventé pour faire du Mosquito un grand récit. Mais la mémoire publique fait presque toujours la même chose avec ce type de matériaux. Elle retire les nuances qui ralentissent, elle garde les éléments qui claquent, elle remplace le vocabulaire technique par une émotion simple, et dans ce cas précis, cette émotion est la peur. Or, le problème, c'est que la peur n'est pas le mot le plus juste. Les archives allemandes ne débordent pas de panique. Elles débordent de lassitude professionnelle, de respect contrarié, d'exaspération méthodique. Les pilotes n'écrivent pas qu'ils tremblent, ils écrivent qu'ils ne peuvent pas conclure la poursuite. Les contrôleurs n'écrivent pas qu'ils sont terrorisés. Ils écrivent que la cible a disparu sous 2000 mètres, que le balayage est insuffisant, que le contact a été perdu dans le clutter du sol, que l'interception n'a pas été possible. Les états-majors n'écrivent pas qu'ils affrontent une apparition. Ils abaissent les réglages radars, testent du matériel, débattent de l'usage des jets, cherchent des solutions. En d'autres termes, ils réagissent comme des professionnels confrontés à un problème grave, pas comme des hommes possédés par une peur mystique. Mais la mémoire n'aime pas les formulations comme respect professionnel ou frustration technique. Elles sont justes, mais elles n'enflamment pas l'imagination. Alors le récit se resserre autour de quelques mots plus puissants. Fantôme, cauchemar, intouchable. Et le Mosquito, qui avait déjà gagné sa guerre dans les chiffres et dans les procédures, gagne alors une seconde victoire dans le langage lui-même. Il devient plus que ses propres performances. Il devient un symbole de supériorité alliée, de génie industriel, de guerre moderne menée avec vitesse et intelligence. Tout cela n'est pas faux, mais tout cela, présenté sans nuance, finit par produire une illusion. L'illusion que la Luftwaffe n'avait devant elle qu'un mythe volant, alors qu'elle affrontait surtout un appareil réel qui exposait méthodiquement ses limites. C'est sans doute la raison pour laquelle les chiffres sont si importants au milieu de cette dérive mémorielle. Le fameux 12% ne dit pas que le Mosquito était impossible à abattre. Il dit que la grande majorité de ses engagements se terminaient sans destruction confirmée. Ce n'est pas une preuve de magie, c'est une preuve d'efficacité tactique. Et quand les écrivains d'après-guerre transforment cette efficacité en invincibilité, ils commettent le glissement classique qui fait naître les légendes militaires.
Ils prennent une supériorité mesurable et lui donnent une aura totale. Ils prennent une difficulté allemande bien documentée et la traduisent en émotion absolue. Ils prennent une phrase de propagande ou de morale interne, puis la traitent comme si elle résumait toute la pensée de la Luftwaffe. Le plus ironique, c'est que le vrai récit est en réalité plus intéressant que la légende. Parce qu'un ennemi qu'on craint, c'est banal dans une guerre. En revanche, un ennemi qui vous oblige à revoir vos procédures, vos radars, vos altitudes de balayage, vos priorités techniques, vos discussions sur l'emploi des ME-262, voilà quelque chose de plus profond. Cela signifie que le Mosquito n'a pas seulement impressionné l'adversaire, il l'a forcé à se réorganiser. Et cela, les slogans d'après-guerre le disent très mal, parce qu'ils préfèrent toujours l'image d'un Reich terrorisé à celle, plus subtile, d'un Reich contraint d'admettre qu'une partie de sa défense n'était plus adaptée. Ainsi naît la vérité, la plus dérangeante de toute cette histoire. Le Mosquito n'avait pas besoin d'être un fantôme pour devenir une légende. Il lui suffisait d'être assez bon pour que d'autres, plus tard, se chargent de simplifier son effet. Les archives montrent une chose, la mémoire en raconte une autre. Et entre les deux, le monde a choisi la version la plus nette, la plus sonore, la plus facile à transmettre. C'est exactement comme cela qu'un problème militaire devient un mythe. À la fin, tout revient toujours à la même question. Qu'est-ce que la Luftwaffe pensait vraiment du Mosquito canadien ? Pas ce que la mémoire populaire a préféré retenir. Pas ce que les slogans d'après-guerre ont transformé en formule parfaite. Pas ce que les livres les plus rapides à raconter ont répété jusqu'à le figer en vérité définitive. La vraie question est plus simple et plus difficile à la fois. Quand les pilotes allemands rentraient de mission, quand les contrôleurs refermaient leurs carnets, quand les techniciens notaient leurs conclusions, quand les états-majors essayaient encore de corriger un système déjà surchargé, quel mot restait au fond de tout cela ? La réponse n'est ni la panique, ni l'admiration romantique. La réponse, c'est la reconnaissance forcée d'une supériorité très précise, car les Allemands n'ont jamais écrit en substance que le Mosquito appartenait à une autre dimension. Ils ont écrit quelque chose de plus accablant. Ils ont écrit qu'il allait trop vite, qu'il apparaissait trop tard, qu'il volait trop bas quand il le fallait, trop haut quand cela l'arrangeait, qu'il laissait au radar une trace trop faible, trop fugitive, trop difficile à convertir en interception utile, qu'il obligeait les chasseurs de nuit à poursuivre dans de mauvaises conditions, qu'il passait au travers des angles morts, puis transformait ces angles morts en missions réussies. Et derrière chacune de ces phrases, il y avait la même idée, de plus en plus impossible à éviter. Cet avion ne battait pas l'Allemagne parce qu'il était mystérieux. Il la battait parce qu'il connaissait mieux que la Luftwaffe le point exact où sa défense cessait d'être efficace. C'est cela, au fond, que les archives allemandes finissent par dire lorsqu'on les lit sans chercher à y plaquer une légende. Elles parlent d'un adversaire qu'on respecte à contre-cœur, d'un appareil qui ne laisse presque jamais assez de temps. D'un ennemi qui ne gagne pas toujours de manière spectaculaire, mais qui gagne assez souvent et assez proprement pour rendre l'échec allemand presque normal. C'est un verdict terrible pour une organisation militaire, parce qu'il ne touche pas seulement au moral, il touche à la compétence. Reconnaître qu'un ennemi vous surprend une fois, c'est encore supportable. Reconnaître qu'il expose, mission après mission, les limites structurelles de votre réseau, de vos radars, de vos procédures et de vos moyens d'interception, c'est beaucoup plus grave. Imaginez un officier allemand, tard dans la nuit, penché sur un dossier de synthèse. Devant lui, pas de poésie, pas de mythe, pas de slogan. Seulement des colonnes, des dates, des comptes rendus, des commentaires techniques, des pertes, des engagements, des tentatives d'adaptation. Il peut encore se rassurer en se disant que certains mosquitos ont été abattus. C'est vrai. Il peut noter que des efforts ont été faits pour améliorer la couverture basse, pour recalibrer les stations, pour déployer des solutions de détection, pour discuter de l'emploi des jets. C'est vrai aussi. Mais lorsqu'il relève les yeux de la page, la conclusion reste la même. Malgré tout cela, malgré les nuits passées, malgré les ressources engagées, malgré l'intelligence mobilisée, le Mosquito continue de traverser le système avec une fréquence que rien ne justifie du point de vue allemand. Et c'est là que naît le vrai choc. Pas dans l'émotion. Dans le constat. Parce qu'une défense peut accepter la violence. Elle peut accepter les pertes, elle peut même accepter le désordre d'un temps. Ce qu'elle supporte beaucoup plus mal, c'est la preuve mesurable qu'un adversaire a trouvé sa couture. Le Mosquito a trouvé cette couture. Dans les radars, il est souvent trop discret. Dans les poursuites, il est souvent trop rapide.
Dans les attaques à basse altitude, il passe sous l'outil de détection. Dans les raids de précision, il transforme la préparation allemande en retard. Dans les intrusions nocturnes, il frappe là où le système voit trop l'eau. Et quand l'Allemagne essaie enfin de corriger cela, elle découvre que chaque correction coûte ailleurs, dégrade autre part, ou arrive trop tard dans une guerre déjà saturée de crises. Voilà ce que la Luftwaffe pensait vraiment du Mosquito. Elle pensait qu'il n'était pas une curiosité, pas une rumeur gonflée par l'ennemi, pas un simple avion rapide parmi d'autres. Elle pensait qu'il était un problème sérieux, persistant, techniquement humiliant, tactiquement moderne et extraordinairement difficile à neutraliser dans les conditions où il choisissait de combattre. Elle pensait qu'il forçait ses chasseurs à courir après des fenêtres déjà fermées, qu'il forçait ses radars à travailler à la limite de leur utilité, qu'il forçait ses états-majors à corriger des faiblesses qu'ils n'avaient ni le temps ni les moyens de corriger complètement. En clair, elle pensait qu'il était l'un de ces rares adversaires qui ne se contentent pas de menacer des cibles, mais qui menacent l'idée même qu'un système se fait de sa propre maîtrise. Et c'est pour cela que la version simplifiée de cette histoire est en réalité trop faible. Dire que la Luftwaffe craignait le Mosquito est insuffisant. La peur est un mot court. Elle passe. Elle appartient au moment. Ce que le Mosquito a provoqué est plus durable. Il a imposé à l'ennemi une forme de respect que les archives ne déguisent même plus à la fin. Un respect froid, contrarié, presque ingrat, mais parfaitement réel. Le respect qu'on accorde à une machine de guerre qui a trouvé sa place exacte dans les défauts adverses. Le respect qu'on accorde à quelque chose qu'on comprend, qu'on étudie, qu'on poursuit, qu'on essaie de corriger et qui continue malgré tout à vous devancer. Le plus ironique, c'est que cette vérité est plus impressionnante que le mythe. Un fantôme n'apprend rien. Un fantôme n'explique rien. Un fantôme sert seulement à faire frissonner. Le Mosquito, lui, explique beaucoup de choses. Il explique comment l'innovation ne tient pas seulement dans la matière ou dans la vitesse, mais dans l'usage intelligent de chaque avantage. Il explique comment une industrie bien organisée peut produire un avion assez cohérent pour devenir bien plus qu'un bon appareil. Il explique comment un petit nombre de machines, bien employées, peut déranger un système beaucoup plus vaste. Et il explique surtout pourquoi la Luftwaffe, en parlant de lui, a fini par employer ce ton si particulier qu'on trouve souvent dans les dossiers des armées quand elles rencontrent quelque chose qu'elles n'aiment pas reconnaître. Le ton des professionnels qui savent qu'ils n'ont pas affaire à une légende, mais à quelque chose de pire pour eux, quelque chose de vrai. Alors non, la vérité choquante n'est pas que les Allemands voyaient dans le Mosquito un démon venu du ciel. La vérité choquante, c'est qu'ils le voyaient pour ce qu'il était réellement. Une machine de guerre remarquablement conçue, remarquablement employée, assez rapide pour casser le temps, assez discrète pour troubler la détection, assez polyvalente pour frapper partout où la défense devenait lente et assez efficace pour obliger une grande partie de l'appareil aérien allemand à admettre noir sur blanc qu'il n'avait pas de réponse satisfaisante.